Très agréable. Je vous souhaite une belle journée. Bonjour à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Avec le 3e jour du procès de la rixe des Chirolles, un procès qui se déroule donc à huis clos devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère. Il s'agit pour le moment d'examiner les personnalités de chacun des 12 accusés impliqués dans les meurtres de Kevin et Sofiane. Certains d'entre eux, on le verra, n'expriment aucun regret et se vantent même de leur exploit sur Facebook. Nous parlerons aussi des états généraux de l'action humanitaire internationale qui se termine ce soir à Grenoble. 3 jours de réflexion et de débat où l'on a beaucoup parlé du rôle des ONG, les organisations non gouvernementales. Elles sont confrontées à de nombreuses difficultés sur le terrain et lancent un appel. Enfin, un mot de votre météo avec un ciel nuageux à couvert en altitude. Puis la tendance est à l'amélioration vers la fin d'après-midi. Température de 15 à 18 degrés. Et l'on commence donc ce journal avec le 3e jour du procès des meurtres de Kevin et Sofiane. 12 jeunes sont accusés d'avoir participé à cette rixe mortelle qui s'est déroulée dans un parc des Chirolles en 2012. Jean-Christophe Solari, bonjour. Vous suivez pour nous ce procès avec un nouvel élément, cet article du Point, dans lequel on peut lire que ces accusés s'affichent sur les réseaux sociaux et commentent leurs actes. Jean-Christophe. Effectivement, Pauline, leur profil Facebook a été bloqué depuis, mais on a appris hier soir par nos confrères du Point.fr que 3 des accusés, dont les 2 mineurs au moment des faits, se sont pris en photo et affichés sur Facebook lors de leur détention préventive. Et ils arborent une attitude plutôt provocante vis-à-vis des familles des victimes, Kevin et Sofiane. L'un d'eux fait lever de la victoire, l'autre se prend en photo dans une piscine gonflable dans sa cellule. Un troisième fume un joint, comme s'il passait du bon temps en prison. Et leurs mots sont très durs pour les parties civiles. Je cite, un jour, tout se paie. Un autre qui dit, des erreurs ont troublé mon passé, mais je ne regrette rien. Et tout cela sur des photos d'armes de guerre. Cela fait mal pour les familles de Kevin et Sofiane. C'est une attitude insupportable, en contradiction totale avec ce procès qui se déroule à huis clos et qui protège plutôt la parole des accusés. Je vous propose d'écouter l'avocat des parties civiles, Maître Manivong. C'est à tout le moins une provocation et au pire une défiance vis-à-vis de la Cour. Nous demandions justement l'audience publique pour permettre d'éviter ce genre d'incident. Maintenant, toutes les rumeurs, maintenant cette justice dans le secret, en catimini, va avoir des conséquences assez difficiles à contrôler. Jean-Christophe, est-ce que des regrets ont malgré tout été exprimés depuis le début de ce procès ? Alors effectivement, Pauline, hier, lors d'une première et brève évocation des faits, l'un d'entre eux a reconnu avoir participé à la rixe et il a demandé pardon, c'est le seul. Un autre a réfuté avoir tué seul, mais il a dit avoir agi en groupe. Et un troisième a dit qu'il avait fait appel aux copains, mais qu'il avait ensuite été dépassé par les événements. Nous en sommes maintenant ce matin à l'examen premier des personnalités des accusés. Merci beaucoup Jean-Christophe. Et sur notre site internet France 3 Alpes, vous pourrez découvrir un article sur le déroulé des faits de cette journée du 28 septembre 2012 qui s'est tragiquement achevé par les meurtres de Kevin et Sofiane, avec des pièces jamais dévoilées jusque-là. Les détails sur notre site France 3 Alpes. L'association dauphinoise des usagers des trains, l'ADUT, qui surveille notamment de près la ligne Lyon-Grenoble-Chambéry, a présenté un rapport dans lequel elle soulève certains problèmes et propose des orientations pour 2016. Principaux enseignements de ce rapport avec Isabelle Colbrand. Premier constat de l'ADUT, les pannes fréquentes, les manques de véhicules, les intempéries et les jours de grève. Autant de désagréments qui conduisent l'association à se plaindre de la ponctualité des trains ou de leur suppression. Ponctualité, en moyenne 6 minutes de retard sur l'horaire prévu, résultat plus mauvais qu'en 2013. Baisse de la fréquentation due au renoncement de certains usagers lassés des retards et effrayés par les prix, mais aussi due à l'insuffisance en heure de pointe de la capacité des trains et aux conditions de transport. Le covoiturage s'ajoutant également aux raisons de cette baisse. L'ADUT précise que pour faire évoluer ces constats, elle maintient une forte communication avec les responsables SNCF via des réunions et l'envoi de courriels d'usagers en colère. Elle reste très attentive à la qualité du service, à la fiabilité des informations, à la non-réduction des dessertes pour les petites gares. Elle réclame un nombre de trains et une fréquence suffisants, la ponctualité, une ligne fiable, un matériel entretenu et un personnel organisé.
Grenoble accueille jusqu'à ce soir les états généraux de l'action humanitaire internationale. L'occasion de faire un point sur le travail effectué par les ONG, les organisations non gouvernementales. Ces ONG rencontrent de plus en plus de difficultés sur le terrain et réclament une vraie prise de conscience. Reportage Céline Aubert, Nathalie Rapuc. Réchauffement climatique, pression démographique, guerre et conflits dans une vingtaine de pays. Difficulté à accéder aux populations en détresse. Partout dans le monde, les ONG ont du mal à se maintenir, parfois forcées de se retirer. Aujourd'hui, les organisations non gouvernementales réclament de profonds changements, une transition humanitaire. Il y a effectivement une urgence aussi parce qu'il y a une raréfaction de la ressource financière. Les gouvernements ont de moins en moins de moyens par rapport à tout ce qu'ils doivent soutenir. Et donc, il faut donner ces capacités davantage dans les pays en développement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que ça s'est toujours fait plus ou moins. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle la transition humanitaire, c'est que vraiment, ça doit s'accélérer avec plus d'engagement, plus de moyens. La transition humanitaire, c'est la question centrale de ces états généraux à Grenoble. Une évolution qui passe par une prise de conscience politique des gouvernements, mais aussi par une collaboration plus étroite entre ONG internationales et ONG nationales, des structures locales qui bénéficient de 2% seulement de l'aide humanitaire. Il faut que l'argent aille aux bénéficiaires. Et maintenant, malheureusement, il y a 60 millions de réfugiés dans le monde. Il y a 20 ans, il n'y avait que 10 millions. Alors, d'un côté, il y a le discours sur la liberté, la démocratie, la justice et la paix et tout ça. Et on voit que les malheurs augmentent. C'est la seconde édition de ces états généraux organisés par Yumacop, une ONG grenobloise. Une rencontre rare entre des acteurs du Nord et du Sud qui ne se croisent jamais. Regard croisé, autocritique aussi. L'an dernier à Almas, une charte a été créée pour tenter d'engager cette transition. Elle sera examinée au premier sommet humanitaire de l'ONU en mai 2016 à Istanbul. Les métiers de la finance attirent de nombreux jeunes et il faut dire que le secteur présente de réels débouchés. À Grenoble, on peut notamment se former à l'IAE, l'Institut des administrations et des entreprises, qui organise jusqu'à demain des rencontres avec des professionnels. Reportage Jean-Christophe Pain et Dominique Bourget. L'auditeur, c'est une sorte de détective de la finance. Il enquête sur votre entreprise ou celle d'un concurrent pour orienter votre stratégie. Élodie, Guillaume et Jérémy sont auditeurs dans l'un des plus gros cabinets du monde en la matière. L'an dernier d'ailleurs, Élodie étudiait encore ici, en master. L'IAE de Grenoble n'est pas une si mauvaise formation. Ah non, c'est une très bonne formation, attention. Non, c'est une très bonne formation, au contraire. Ça se voit, la plupart des gens qui sortent de l'IAE, généralement, ont quand même des débouchés, je dirais pas peut-être faciles, mais ont quand même des postes relativement intéressants. Donc oui, je pense que c'est une très bonne formation. À Grenoble, en finance, vous avez le choix entre l'université, l'IAE publique, et GEM, Grenoble École de Management, chambre de commerce privée. Jérémy, lui, vient plutôt de là. Deux profils complémentaires, une fois dans l'entreprise. Les profils ingénieurs ou GEM vont progresser techniquement. Les profils IAE vont progresser dans la relation aux clients, dans la gestion des équipes, dans la maîtrise de l'anglais. Donc je dirais qu'après quelques années, après 5 ans, quand on passe manager, on a un grade où les profils se sont un petit peu rééquilibrés. Après les conférences, les étudiants se livrent au délicat exercice du speed dating. L'occasion de décrocher un stage pour commencer. La période est propice, qu'on se le dise. Là, on repart sur des niveaux, j'allais dire, presque d'avant-crise. Pour vous donner une idée, chez EY France, on recrute à peu près 800 personnes par an. Et donc, dans les métiers qu'on a présentés aux étudiants de l'IAE de Grenoble, on recrute, on va dire, entre 50 personnes pour l'expertise comptable et aussi 50 autres personnes pour l'audit, donc sur Lyon et Paris. Les masters finance de l'IAE Grenoble affichent un taux d'insertion professionnelle d'environ 90%. Combien de Suisses travaillant dans le canton de Genève sont installés en France? La réponse est cruciale car elle conditionne la dotation de fonds pour les communes où résident les frontaliers. À Saint-Julien, en Genevois, en Haute-Savoie, la municipalité a mené une campagne pour inciter les faux résidents suisses à se déclarer. Marion Feutry, Christian Mathieu. Chaque matin, ils sont des milliers à franchir la douane de Perly, de Saint-Julien en Genevois où ils habitent, vers le canton de Genève où ils travaillent. Des citoyens français, environ 4000, et des citoyens suisses, difficile de dire combien. Justement, la municipalité cherche à les identifier. On a d'abord fait le diagnostic à Saint-Julien, il y a pratiquement 1 millier d'habitants qui ne sont pas déclarés officiellement comme résidents principaux et qui sont en réalité des frontaliers et qui prétendent résider à Genève.
Pour nous, ça pose une contrainte financière, c'est-à-dire que du coup, on n'a pas la rétrocession de leur impôt par le canton de Genève. Et donc, pour 1000 habitants, ça correspond à 1 million d'euros. Pour inciter ceux que l'on appelle les faux résidents à se déclarer, la municipalité a lancé une campagne d'information. Bilan, 225 Suisses régularisés cette année, en plus des 680 déjà connus. Une bonne nouvelle pour la commune qui cherche à adapter ses services, transports, écoles, routes, face à une croissance démographique 2 fois supérieure à la moyenne. On a besoin de ça, déjà pour faire face aux baisses de dotation de l'État, et puis surtout pour continuer à investir par rapport à cette croissance démographique. Un enjeu de taille pour l'ensemble de la Haute-Savoie. Cette année, 175 millions d'euros ont été versés et redistribués au titre du fonds frontalier. C'est un enjeu financier fondamental, d'abord pour les communes. 100 millions d'euros dans les communes. Si elles se voyaient privées de cette dotation, elles seraient réduites à l'état de faillite quasiment. C'est aussi un enjeu important pour le département. 25 millions d'euros sur un budget de 1 milliard d'euros. Ça peut paraître peu, mais c'est une ressource quand même très importante et nous sommes très attachés à la fidéliser et à la sécuriser. En Haute-Savoie, 10 000 Suisses n'auraient toujours pas déclaré leur résidence en France. Un manque à gagner estimé pour les communes à 10 millions d'euros. Deuxième volet de notre série consacrée à l'innovation énergétique, un secteur où notre région est en pointe, notamment en ce qui concerne les smart grids, les réseaux électriques intelligents. Depuis de nombreuses années, Grenoble est l'un des principaux pôles de recherche dans ce domaine. Cédric Picot, Christelle Nicolas. Une chaîne d'assemblage ultra moderne dans l'agglomération grenobloise. Élus, industriels et chercheurs inaugurent cette ligne de production de compteurs électriques Linky. Ces équipements communicants préfigurent l'avenir du réseau électrique français. Ils seront bientôt installés dans tous les foyers du pays. 5 millions d'entre eux vont être fabriqués ici par une filiale d'un groupe indien. Une implantation locale qui ne doit rien au hasard. On cherchait 3 choses. D'abord, d'avoir accès à du personnel qualifié. Deuxièmement, d'avoir accès au marché français, donc Grenoble c'était aussi en France, mais il y a un marché important dans les smart grids. Et troisièmement, d'avoir un écosystème dans lequel on puisse trouver tous les acteurs dont on a besoin pour fabriquer ces produits. Grenoble, territoire d'exception dans le secteur de l'électricité, une excellence qui a commencé il y a 100 ans avec l'hydroélectrique et qui se poursuit aujourd'hui avec l'arrivée du numérique dans la distribution d'énergie. C'est l'objet des recherches sur les smart grids, les réseaux électriques intelligents. Alors c'est vrai qu'en France, on est très bien placé sur la région grenobloise. Sur les 6 dernières années, on a plus de 200 publications scientifiques dans le domaine du smart grid. Le Linky, c'est une brique de base, mais il y a bien d'autres choses. Ce à quoi va servir le Linky pour justement avoir un réseau beaucoup plus sûr, pouvoir mieux intégrer les énergies renouvelables et aussi préparer l'arrivée du véhicule électrique. Donc ça, c'est des recherches qui sont encore en cours et les solutions ne sont pas aujourd'hui complètement finalisées. 35 millions de compteurs Linky seront déployés dans les 5 ans à venir, un investissement de 5 milliards d'euros. Le principe des smart grids est de calquer un réseau d'information sur le réseau d'électricité. Grâce à cette communication en temps réel, le client pourrait réduire jusqu'à 20% de sa consommation. Le fournisseur, lui, pourra gérer plus finement son réseau et minimiser ses déperditions d'électricité tout en intégrant davantage les énergies renouvelables. On est véritablement dans un système qui permet de préparer l'avenir et notamment un avenir dans lequel il y a beaucoup plus de production décentralisée sur les réseaux et où on peut moduler au plus près du client l'équilibre fondamental pour l'électricité entre la production et la consommation d'électricité. En plus des économies d'énergie réalisées, le passage au réseau intelligent pourrait générer jusqu'à 10 000 emplois sur 5 ans en France. Rien qu'à Fontaine, la fabrication du compteur Linky devrait faire travailler 200 personnes. Quelques mots de culture. Le Festival de cinéma européen des Arcs a dévoilé hier à Paris le programme de sa prochaine édition. Ce festival se déroulera du 12 au 19 décembre dans la station Savoyarde. La compétition officielle sera constituée de 10 films jugés par des personnalités du monde du cinéma. Cette année, le focus du festival se tourne vers la Norvège avec la présence de nombreux réalisateurs et acteurs norvégiens. Et on s'intéresse à présent au travail d'apprentis chocolatiers grenoblois dans leur école. Ils réalisent en ce moment des robes en chocolat qui seront présentées ce week-end à Lyon. Un travail minutieux et plein d'enjeux pour ces passionnés. Reportage Joël Serroni et Frédéric Pasquette. Il faut qu'on colle là aussi, parce que sinon ça ne va jamais tenir. Donc, la matière est délicate, le geste doit être précis. Quant aux techniques employées dans cet univers très fermé du chocolat, c'est l'affaire de Pascal Bell. Ou un morceau de carton.
Depuis la rentrée, il guide ses élèves en leur faisant partager tous ces trucs, indispensables pour confectionner de belles robes qui sauront résister au temps et surtout à la chaleur. On essaie de créer des isolants et puis après on peut quand même travailler des nœuds papillons, des volutes, des sphères, des choses aérées. Et on travaille un peu de confiserie aussi. Là on a carrément derrière des boules candy qui sont en train de se faire et qui est quelque chose qui est du sucre recristallisé qui apporte un effet un peu féerique. L'équipe est formée de 9 apprentis en alternance, élèves en 2e année de BTM chocolatier dans le seul CFA de la région Rhône-Alpes proposant cette formation. 1 semaine à l'école, 2 semaines en entreprise. L'intérêt, c'est de découvrir autre chose que ce qu'on voit en entreprise. Donc en entreprise, c'est plus des bonbons, là c'est plus l'aspect créatif qu'on développe. Donc c'est important. Je suis coupée. Il faut pas qu'ils se touchent, sinon quand le mannequin va marcher, ça va les faire décoller. Et du coup, c'est assez compliqué. Voir son travail présenté devant un parterre de VIP au Salon du Chocolat, l'enjeu est important. Il faut parvenir à valoriser le travail des 2 stylistes grenobloises qui ont créé les modèles et porter haut les couleurs de l'école. Moi, je ne sais pas vraiment ce qui m'attend là-bas, mais je suis enthousiaste. Et puis bon, un peu craintif aussi de savoir si jamais ça va mal se passer pour le défilé, qu'il y a des choses qui vont se casser. Je pense que c'est pareil pour les autres. Mais on prépare tout pour que ça se passe pour le mieux possible. La pression est d'autant plus forte que ces 2 robes créées par les jeunes apprentis défileront durant tout le week-end aux côtés d'une quinzaine d'autres modèles réalisés exclusivement par des créateurs artisans professionnels. Avant de se quitter, un mot de l'émission Pièce à conviction qui sera diffusée ce soir sur France 3 à 23h15. Patricia Loison présentera une enquête sur le Lyon-Turin, un tunnel à 26 milliards d'euros, le plus grand chantier d'Europe, un projet faramineux qui dévise et qui a du mal à trouver des financements avec en toile de fond le lobby de certains géants du BTP. Et vous allez le voir aussi, l'enquête pointe du doigt la présence de la mafia sur ce chantier. On regarde un extrait. L'argent versé par l'Europe sur ce chantier a-t-il été détourné? L'enquête est en cours à Bruxelles. Plus grave, les fournisseurs des barrières, les sociétés Italcoge et Martina, sont soupçonnés d'être liés à la mafia. Leur nom apparaît dans ce rapport de la police italienne de décembre 2011. La mafia a-t-elle infiltré le chantier du Lyon-Turin? Hubert Duménil le reconnaît lui-même. Nous avons eu, depuis les nombreuses années où nous avons passé de nombreux marchés, un petit nombre de cas, très petit, mais nous en avons eu tout de même. C'est-à-dire d'entreprises avec lesquelles nous nous apprêtions à signer ou avec lesquelles nous avions signé et qui en réalité étaient infiltrées. Voilà le Lyon-Turin, une enquête de Ghislaine Buffard à retrouver donc ce soir à 23h15 sur France 3. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Ce soir, à 19h, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là quant à moi demain à midi. Passez une très belle après-midi et bon appétit.